Merci. Proclamation des résultats provisoires, c'est ce que prévoit la loi. Des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Décision EP 26001 du 16 avril 2026 portant proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. La Cour constitutionnelle, saisie par lettre en date à Cotonou du 13 avril 2026, enregistrée au secrétariat particulier de son président, le même jour, sous le numéro 110 SP-PCC, par laquelle le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, en application des dispositions des articles 16 et 19 du Code électoral, a transmis à la Cour la décision numéro année 2026, numéro 019, Sénat, PT, RAP, DGE, SP du 13 avril 2026 portant publication des résultats provisoires de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République du 12 avril 2026. Vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par les lois numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 et numéro 2025-20 du 17 décembre 2025. Vu la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, telle que modifiée par la loi numéro 2025-18 du 25 juillet 2026. Vu la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu les procès-verbaux de déroulement du scrutin du 12 avril 2026 et les documents y annexés à elle transmis par la Sénat, ensemble les pièces du dossier, après en avoir délibéré, sur les résultats transmis à la Cour par la Sénat, considérant que selon l'article 2, l'alinéa 2 de l'article 16 du Code électoral, la Sénat compile les résultats certifiés au niveau des arrondissements de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République, publie les résultats provisoires et les transmet à la Cour en vue de la proclamation des résultats définitifs. Considérant que le 13 avril 2026, la Sénat a publié les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 après la compilation de 90,55% des résultats certifiés. Considérant qu'il ressort de cette publication les données ci-après. Nombre d'électeurs inscrits, 7 897 287. Nombre de votants, 4 640 454. Suffrages valablement exprimés, 4 522 756. Bulletins nuls, 117 598. Taux de participation, 58,75%. Considérant que ces données ont été confrontées aux résultats du traitement des plis transmis à la Cour par la Sénat et à ceux recueillis sur le terrain par les délégués assermentés de la Cour, qu'il en résulte l'analyse ci-dessous sur la régularité du scrutin. Considérant que l'article 55 alinéa 2 de la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, telle que modifiée par la loi numéro 2025-18 du 25 juillet 2025, dispose, je cite, « La Cour veille à la régularité de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République, examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution. Considérant que l'article 49 nouveau de la Constitution prescrit, je cite,
La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les 10 jours de la proclamation provisoire. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection. Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de 5 jours et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les 14 jours de la décision. Fin de citation. Qu'il ressort de cette disposition que la Cour est compétente pour apprécier la régularité de l'élection du haut président de la République et vice-président de la République, sanctionner les irrégularités susceptibles d'en affecter la sincérité, la transparence ou la crédibilité, puis proclamer les résultats provisoires, statuer sur les recours éventuels et déclarer le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu ou annuler l'élection. Considérant qu'au fin de cet examen, la Cour a procédé à l'analyse des procès-verbaux de déroulement du scrutin, de compilation et des feuilles de dépouillement des résultats dans 17 463 postes de vote de l'ensemble des 546 arrondissements du pays et des 14 centres de vote de la diaspora. Des bulletins présumés nuls, des rapports des agents électoraux de la Sénat, des rapports des délégués assermentés de la Cour, des observations des mandataires des duos de candidats. Considérant que le dit examen a révélé divers manquements dans certains postes de vote, notamment l'absence de procès verbal de déroulement du scrutin ou de feuilles de dépouillement dans certains plis, des plis non fermés, le défaut de signature de membres de postes de vote sur les procès-verbaux de déroulement du scrutin ou des feuilles de dépouillement, le mauvais remplissage ou l'absence de procès-verbaux et de feuilles de dépouillement dans certains plis, l'absence de mention du nombre d'émargements ou de vote par dérogation sur certains procès-verbaux de déroulement du scrutin ou feuilles de dépouillement, l'absence du registre de vote par dérogation dans certains postes de vote, l'absence de preuve de l'habilitation du vote par dérogation, l'absence d'indication du poste de vote, l'absence de signature de mandataire des duos de candidats, la non-conformité entre les 3 premiers chiffres du code indiqué sur le procès-verbal de déroulement du scrutin et les 3 premiers chiffres du cachet d'authentification, des incohérences chiffrées entre le nombre d'inscrits, de votants et de suffrages valablement exprimés, des cas de bourrage d'urnes, des discordances entre pictogrammes et chiffres arabes, le défaut de mise en annexe des bulletins présumés nuls, la précocité ou le retard de l'ouverture de certains postes de vote, des bulletins avec commentaires, sans choix, avec plusieurs choix, portant marque distinctive, barrés ou comportant un choix à cheval sur les 2 logos. Des perturbations momentanées du scrutin dans quelques postes de vote, que certains de ces manquements ont conduit à des annulations et ou des redressements de vote, que bien qu'ayant affecté les résultats des postes et centres de vote concernés, ces irrégularités ne sont pas de nature à altérer la sincérité, la transparence et la crédibilité du scrutin dans son ensemble. Qu'il y a lieu de déclarer le scrutin présidentiel du 12 avril 2026 régulier. Sur le taux de participation, considérant que la compilation des résultats du scrutin sur l'ensemble des postes et centres de vote
se présentent comme ci-après. Au niveau des postes de vote du territoire national, nombre d'électeurs inscrits 7 835 203, nombre de votants 4 991 918, nombre de bulletins nuls 131 541. Au niveau des centres de vote de la diaspora, nombre d'électeurs inscrits 62 084, nombre de votants 28 483, nombre de bulletins nuls 518, qu'il en résulte que le nombre d'inscrits total est de 7 897 287 et le nombre total de votants de 5 020 401, que dès lors le taux de participation s'élève à 63,57%. 63,57%. Sur l'élection du duo président de la République et vice-président de la République, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 45 nouveau de la Constitution, le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour. Sont admis au second tour les deux duos de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin. Fin de citation. Que la majorité absolue des suffrages valablement exprimés est constituée par la moitié des voix plus une voix. Qu'en l'espèce, les suffrages valablement exprimés étant de 4 853 746 voix, la majorité absolue s'établit à 2 426 874 voix. Que les résultats obtenus dans l'ensemble des postes et centres de vote par les deux duos de candidats en lice se déclinent ainsi qu'il suit. Duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata, 4 575 449 voix, soit 94,27%. Duo Paul Hunkwe Roch Judicaël Onwanou, 278 297 voix, soit 5,73%. Qu'il résulte de ces résultats que le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata a obtenu 4 575 449 voix, soit plus de la majorité absolue des voix. Qu'il s'ensuit que le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata a recueilli la majorité absolue des suffrages requises pour être proclamé élu dès le premier tour du scrutin. En conséquence, article 1er déclare que l'élection présidentielle du 12 avril 2026 est régulière. Article 2 proclame élu provisoirement dès le premier tour du scrutin M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République. Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Article 3 dit que la présente proclamation des résultats provisoires ouvre droit au profit des candidats à l'exercice des recours devant la Cour dans le délai de 5 jours à compter de sa notification. La présente décision sera notifiée à M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, à Mme Mariam Chabi Talata, à M. Paul Hunkwe, à M. Roch Judicaël Onwanou, au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l'Assemblée nationale, au président de la République et publié au journal officiel. Ont siégé et signé à Cotonou le 16 avril 2026 M. Kossi Dorothée Sosa, président, Nicolas Lucas Poyasoba, vice-président, Mathieu Gbeblodo Adjovi, membre, Vincent Kodjo Akakpo, membre, Michel Adjaka, membre, Mesdames Aléa Gouda Bako, membre, Dandi Nyamou, membre. Maître Farah, est-ce que tous les dossiers inscrits ont été évoqués? Oui, Monsieur le Président, le dossier inscrit au rôle a été évoqué. Je vous remercie, Monsieur le Président.
L'audience est levée. Et voilà, vient donc fixer le peuple béninois et l'électorat, les populations qui étaient donc aux urnes le dimanche dernier. Le duo Wadaïn Talata qui enregistre donc plus de la majorité des voix et qui est élu, déclaré donc élu dans le premier tour du scrutin sous réserve d'éventuels recours. Les recours qui vont donc se formuler dans une période de 5 jours, le temps pour donc les sages de la Cour de statuer sur ces éventuels recours. Et j'ai toujours avec moi en plateau Marie-Léa Yemanjoro, journaliste à la Radio Nationale, et Gustave Sonon, acteur politique, ancien ministre de la République. Vous avez donc suivi le verdict des sages de la Cour, la plus haute juridiction en matière constitutionnelle au Bénin. Pas de grande différence avec les chiffres de la Sénat. Pour rappel, la Sénat avait crédité le duo Wadaïn Talata de 94,05%. La Cour, quant à elle, nous dit que le duo a plutôt enregistré 94,27%. Quant au duo Hunkpe-Rouanou, que la Sénat avait crédité de 5,95% des suffrages exprimés, la Cour constitutionnelle nous dit plutôt que ce duo a engrangé 5,73% des voix à l'occasion du scrutin présidentiel du dimanche dernier. Gustave Sonon, lecture et analyse. Bien, merci beaucoup. Bon, ça fait quand même une grande joie. C'est vrai qu'il faut préciser que la Sénat, en proclamant les résultats provisoires, avait bel et bien dit que c'est environ 90% du taux de dépouillement. C'est ce qui justifie cette différence du taux de participation que nous avons observé. Quand j'avais entendu 58%, alors que dans les milieux ruraux, comme je le disais à l'entame, nous avons dépassé les 80%, j'étais un peu étonné. Mais aujourd'hui, ça fait quand même ça fait de la joie. Je profite de l'occasion pour féliciter mon candidat parce que ce n'était pas gagné d'avance parce qu'il fallait battre campagne quand même. Nous avons battu campagne pendant les 15 jours. C'est vrai qu'il y a eu l'adhésion populaire, mais tant que la Cour ne statue pas de façon, vous avez constaté, dans la proclamation du résultat, la Cour peut être amenée à annuler le scrutin. Donc c'est pourquoi je dis que ça fait quand même fierté. Ça vient conforter et ça vient démontrer une fois encore que le Bénin, le peuple béninois, à des moments donnés, transcender les divergences pour orienter vraiment vers une vision de développement. Parce que à travers la présentation du projet de société, on sent que c'est une continuation, certes, mais celui qui porte cette voie, nous sentons véritablement que c'est un acteur, c'est un technicien et que nous avons espoir parce que nous avons amorcé quand même un peu le développement. Et aujourd'hui, ce qui est bien, vous voyez, nous sommes 16 avril. L'investiture, je crois, c'est le 24 mai. Donc désormais, nous fonctionnons comme les grandes démocraties. Si j'ai bonne mémoire, aux États-Unis, on vote le 4 novembre. Mais le président de la République prête serment le 20 janvier de l'année qui suit. Donc il y a une période de transition où tout se met progressivement en place. C'est ce que je peux... Bon, je suis un peu étonné par rapport au nombre d'inscrits pour la diaspora. C'est vrai, je ne sais pas, ça suppose que les données, je ne sais pas, les données ne sont pas, je dirais, actualisées. Je ne sais pas comment ça a été procédé parce qu'au moins, au niveau local, avec la modernisation de l'état civil, on extrait tout simplement toutes les personnes qui sont
qui ont 18 ans et plus. Donc je suppose que si nous avons une statistique fiable, nous devons être en mesure d'extraire également, d'avoir la statistique de tous les Béninois à l'étranger. Et je suis convaincu que ça dépasse les 62 000. Donc c'est pourquoi j'ai dit que ça fait un peu tic dans ma tête. Moi, j'expliquais le faible taux avant par le fait que nous avons quand même beaucoup de compatriotes à l'extérieur. Mais je ne sais pas comment ça a été obtenu et comment ça a été calculé. Marie-Léa Yamandjoro, sans surprise, hein, la Cour constitutionnelle qui valide pratiquement, hein, à quelques différences près, les chiffres qui ont été proclamés par la Commission électorale nationale autonome. Tout à fait, c'est effectivement sans surprise et je vais rebondir sur ce qu'expliquait l'ancien ministre Gustave Sonnon par rapport au vote de la diaspora, 62 014 postes de vote. De mon point de vue, c'est lié surtout au nombre de postes de vote parce que, vous savez, les postes n'ont pas été ouverts dans tous les pays donc, où il y a des Béninois. Cela a été ouvert dans certains pays et donc, par endroit, il fallait se déplacer. Par exemple, en Europe, il fallait pour beaucoup rallier la France pour pouvoir le faire venir à Paris. La même situation s'est posée ailleurs. Je pense que, vu la mobilisation qu'il y a eu autour de la diaspora, de l'intérêt qu'on a apporté à la diaspora sur ce scrutin, ça va s'améliorer progressivement et peut-être que bientôt on aura au-delà donc des 62 000 votants. Maintenant, le taux de participation qui grimpe à 63,55%, il y a de quoi que les mouvements et tous ceux qui se sont engagés, même les médias qui ont rappelé combien le vote était un devoir citoyen, il y a de quoi que tous ceux-là ressentent une certaine satisfaction parce que le taux de participation à 37% autour des législatives et communales, c'était quand même assez inquiétant. Ça pouvait être interprété de diverses manières. Le défi à présent par rapport au taux de participation, c'est de faire en sorte que ce taux puisse rester stable ou à défaut de s'améliorer. Parce que c'est vrai que les élections sont dans 7 ans, c'est dire que l'ensemble des acteurs ont 7 ans pour travailler davantage à ce que ceux encore qui s'abstiennent comprennent quelle est l'importance du vote et pourquoi justement dans une élection nationale, chaque citoyen doit aller faire un choix. Gustave Sonnon, peut-on encore s'attendre à d'éventuels recours, alors même que l'opposant, le challenger de Romina Wadahi, Paul Hunkwe, a précocement reconnu sa défaite? Bon, non, vous ne pouvez pas dire qu'il a précocement. Il n'a pas précocement reconnu sa défaite. Je crois que c'est déjà entré dans les habitudes. Hein. C'est vrai que par le passé, nous avons souvent 2 tours pour les présidentielles. Au premier tour, aucun candidat ne reconnaît sa défaite. Et généralement, nous avons plus que deux candidatures. Mais cette fois-ci, vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir il n'y aura qu'un seul tour. Parce que forcément, il y aura toujours d'un côté une majorité. En 2011, je crois, au lendemain du chaos, le président, si j'ai bonne mémoire, le candidat président Ngwedi, sans attendre la proclamation des résultats provisoires par la Sénat, a appelé quand même le président en exercice pour le féliciter. Et en 2016, je crois que le second tour a été organisé le 20 mars, si j'ai bonne mémoire. Déjà à 20h, il a été annoncé que le Premier ministre Zinsou a appelé le président actuel pour le féliciter sans attendre quelconque compilation. Donc, sur le terrain, et tous les candidats ont l'obligation d'envoyer dans tous les bureaux de vote des représentants. Et ils ont fait des compilations. On a suivi au soir du 12 avril, je crois le porte-parole du candidat Hunkwe dit qu'ils sont en train de faire les compilations pour voir. Voyant l'écart, et la Sénat a atteint 90% du dépouillement, même si on fait la somme des 10% restants, ça ne peut plus atteindre véritablement. Et en analysant les différents failles, il n'y a jamais d'élection où on ne note pas de ces gens de couacs qui ne vont pas remettre fondamentalement en cause, voire l'annulation du scrutin
Donc, un bon démocrate, Paul Hongoué l'a fait et ça avait grandi notre pays. Bon, j'entends que c'est... On vous aura compris sur la question. Marie-Léa Yemandjoro, je vous fais pratiquement la même question aussi. Hein. Oui, tout à fait. Bon, il s'agit d'une compétition électorale et je fais observer que bien avant l'élection, Paul Hongoué a toujours été un opposant plus ou moins assez modéré, d'accord. Et donc, on ne pouvait pas s'attendre à haute attitude, c'est-à-dire est-ce qu'il devait se rabattre derrière peut-être des irrégularités que ces délégués ont constatées, et quitte à commencer par prétendre que voilà, son vote lui a été volé ou sa victoire lui a été volée. Non, je pense que déjà dans la posture de l'homme politique qu'il est avant le scrutin, on sentait qu'il était assez conciliant sur certaines choses. Ensuite, les délégués ont dû rapporter, puisque le communiqué le dit, ils ont eux-mêmes fait des compilations, donc ils se sont très vite rendus compte qu'il y avait quand même une grande avance qu'il faut souligner. Par rapport aux irrégularités dont tu as fait cas à la Cour constitutionnelle, absence de procès verbal, pli non fermé, mauvais remplissage et tout, moi je pense qu'il est utile qu'on retravaille la formation des agents électoraux, parce que ça revient souvent. Et même si c'est 5 ou 10 votes qui ont dû être annulés de ce fait, c'est quand même des votes des citoyens. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment une amélioration qualitative du système d'organisation. Que le travail soit plus minutieux à ce niveau. Que surtout les agents soient mieux formés et mieux conscientisés, parce qu'il s'agit quand même de plus de 50 000 personnes qui sont sollicitées. Les autres années, ils avaient l'occasion de faire l'exercice, comme l'expliquait l'ancien ministre Gustave Sonnon, plus régulièrement. Désormais, c'est des élections générales, donc ils referont encore cet exercice-là 7 ans en 2033. C'est-à-dire que beaucoup ont peut-être eu le temps d'oublier. Le souhait, c'est que le système soit vraiment perfectionné, en tout cas mieux accessible à ces agents électoraux, que la Sénat puisse faire ce travail de fond pour que ces irrégularités ne puissent plus amener à annuler ou à redresser. En tout cas, le redressement ne s'est pas fait trop ressenti, mais l'annulation, c'est des votes des citoyens qui sont annulés. Merci à vous, chère Marie-Léa Yemandjoro. Je le rappelle, vous êtes chroniqueuse politique, vous êtes journaliste à Radio Bénin, la radio nationale. Merci à vous également, Gustave Sonnon, acteur politique. D'accord, je voulais dire un mot sur... Très rapidement. Je voulais dire un mot sur les annulations. Il faut dire qu'il va falloir que la Sénat commence par situer un peu les responsabilités pour décourager ces genres de choses. Mais il y a des situations où parfois c'est l'ignorance. Parce que moi, j'ai observé quelque part où le président du bureau de vote a fait démarrer effectivement à 6h45, mais pour lui, bon, c'était tout à fait normal parce qu'il est allé chercher les urnes, le matériel. À 6h30, il était déjà sur les lieux. Il y a 45 qu'il a ouvert. Non. Les gens étaient là, ils le bousculaient pour dire nous allons à la messe, etc. Les gens ont été formés pour le code qui est uni par bureau de vote. Je m'étonne que vraiment on ait cité des tas de choses et on connaît qui est à tel, pour commencer par décourager parce que il faudra donc désormais veiller à tout cela. Oui. Mais il faut commencer par sévir. Merci bien, merci à vous, Gustave Sonnon. Alors, chers amis téléspectateurs, ce sera donc tout pour cette émission spéciale consacrée donc à la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Les résultats, bien évidemment, du scrutin présidentiel du dimanche 12 avril 2026. Merci de nous avoir suivis et à très vite.